la mission de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers. Pour ce faire, elle travaille naturellement en étroite collaboration avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, avec qui nous partageons de nombreuses responsabilités, ainsi qu'avec ses homologues étrangers, bilatéralement ou dans le cadre de l'autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, et de l'Organisation internationale des valeurs mobilières, IOSCO. Pour exercer ces missions, l'AMF est structurée. Je vais, si vous voulez bien, quand même rappeler brièvement comment est structurée l'AMF pour que chacun ait bien en tête comment nous exerçons nos missions. 4 départements opérationnels ciblés, 4 départements transversaux. Départements opérationnels ciblés, les émetteurs. Nous régulons les opérations et les informations données par les sociétés cotées. 650 visas ont été donnés en 2017, 20 pour des introductions en bourse, 41 pour des offres publiques, 380 pour des émissions de titres. Une attention particulière est apportée sur les options comptables retenues par les sociétés cotées ainsi que sur leur gouvernance qui se matérialise par un rapport annuel sur le sujet de la gouvernance. Premier bloc de responsabilité opérationnelle. Second bloc, c'est ce qu'on appelle le département des marchés chez nous, qui surveille les transactions sur les marchés. Il faut avoir en tête qu'on reçoit actuellement à peu près 5 millions de déclarations par jour. Nous avons aussi 1000 déclarations par an d'opérations suspectes qui nous sont transmises par des intermédiaires et nous surveillons les activités de 160 intermédiaires de marché ainsi que des diverses infrastructures de marché, que ce soit les gestionnaires de marché organisés, Euronext et autres, les chambres de compensation et les dépositaires centraux. Ça, c'est le deuxième bloc. Le troisième bloc, c'est le département de la gestion d'actifs qui réglemente et surveille la gestion collective et en particulier les 630 sociétés de gestion agréées en France, les 36 gestionnaires de FIA, ce sont des fonds alternatifs, et les 5200 conseillers en investissement financier, 59 conseillers en investissement participatif. Plus de 10 000 organismes de placement collectif. Ça, ce sont les institutions derrière plus de 10 000 organismes de placement collectif, que ce soit des fonds ou des SICAV. Au total, actifs bruts sous gestion collective, à peu près 1500 milliards d'euros, sans compter les fonds qui sont en mandat de gestion. C'est le troisième bloc. Quatrième bloc, le département des relations avec les particuliers qui suit la commercialisation des produits et traite plus de 11 000 saisines de notre plateforme épargne impôt service avec une attention spécifique pour les produits atypiques ou toxiques et de nombreuses actions relevant de l'éducation financière du public. Ce département assure aussi le secrétariat du médiateur de l'AMF. 4 donc départements opérationnels directs. 4 départements transversaux, je serai plus bref, direction internationale qui porte la voix de l'AMF dans les enceintes internationales et structure les relations bilatérales, porte également des dossiers transversaux comme celui des innovations financières ou de la finance durable et responsable. Il faut avoir en tête qu'en dehors des 27 collèges de supervision auxquels l'AMF participe, nous sommes présents dans 118 groupes internationaux, dont 71 à dimension européenne, à l'ESMA pour l'essentiel. Ensuite, un autre département transversal, c'est le département des enquêtes et des contrôles. Enquête sur les possibles abus de marché, manquements aux obligations de bonne information financière et contrôle sur les professionnels, un peu plus de 6000 professionnels qui sont dans notre viseur, dont environ 1 millier qui ne sont pas des CIF, hein, les conseillers en investissement financier. L'AMF a conduit à peu près 25-30 enquêtes par an pour son compte et elle participe à une quarantaine pour le compte d'autorités étrangères. Et ce sont les enquêtes et on fait à peu près 30 contrôles classiques par an d'établissements. Mais au-delà de ces contrôles classiques, nous faisons maintenant des contrôles thématiques courts, on a fait une quinzaine en 2017, et des contrôles dits de masse des CIF, vous avez vu compte tenu du nombre des CIF, 70 en 2017. Deuxième fonction transversale, on a également une fonction juridique qui a une cellule indépendante dédiée au soutien de la commission des sanctions de l'autorité. En 2017, la commission des sanctions a ainsi homologué 13 accords de composition administrative et elle a pris 15 décisions sur le fond.
Enfin, des fonctions support, naturellement, qui représentent à peu près 20% des effectifs de l'autorité. Je voudrais maintenant revenir sur 4 enjeux que nous avons à relever, je crois, collectivement. L'enjeu de la supervision européenne, qui miroite avec plusieurs problématiques soulevées par le Brexit. L'enjeu lié à la mise en place de nombreuses réglementations nouvelles et de façon concomitante dans le domaine financier. L'enjeu de l'innovation financière qui miroite avec plusieurs problèmes soulevés par la commercialisation de produits toxiques. Enfin, l'enjeu d'une filière répressive qui est à l'épreuve de la protection des données personnelles. L'Europe d'abord. Vous le savez, l'émergence d'une véritable supervision européenne des marchés de capitaux constitue un de nos principaux axes stratégiques. Je l'avais évoqué au mois de juillet. Nous avons repris ça dans notre réflexion stratégique qui a abouti en fin d'année. Et nous soutenons, j'allais dire, vaillamment cette ligne, car elle est nécessaire à l'institution d'une véritable union des marchés de capitaux et elle est nécessaire pour que l'union à 27 soit un ensemble cohérent face aux pays tiers, au premier rang desquels figurera prochainement le Royaume-Uni. Cela passe nécessairement par un renforcement du rôle de l'ESMA, dans un certain cas en tant que superviseur direct, très généralement en tant qu'autorité effectivement capable d'imposer aux autorités nationales une mise en œuvre homogène de règles communes, enfin en tant qu'interlocuteur principal des autorités des pays tiers, en particulier dans le cadre d'accords d'équivalence. 2 propositions de la Commission européenne vont dans cette direction. Le projet de réforme des ESA, les 3 autorités de supervision sectorielles européennes, qui revisitent les pouvoirs, la gouvernance et les moyens de l'ESMA en particulier, et le projet de réforme de la réglementation EMIR, qui revisite les modalités de supervision des chambres de compensation de l'UE et des chambres de compensation des pays tiers qui seraient considérés comme équivalents. Or, ces 2 projets, pourtant d'une ambition modeste, on est très loin là de la constitution du MSU, du mécanisme de supervision unique bancaire. Ces 2 projets ne recueillent qu'un soutien modéré des pays membres, la plupart d'entre eux privilégiant en fait le statu quo qui assoit leur légitimité nationale. On risque donc d'aboutir tardivement et en tout état de cause pas à bonne date pour être opérationnel dans l'hypothèse d'un Brexit dur, fin mars, à des réformes limitées qui ne permettront pas de mettre fin aux interprétations nationales contradictoires des réglementations européennes et ne permettront pas une approche européenne cohérente des relations avec le Royaume-Uni. Cela vaut naturellement en premier lieu pour la gestion d'actifs et la fourniture des services d'investissement qui nous concernent. Plus généralement, le Brexit, qui devrait avoir un rôle d'électrochoc pour revoir en profondeur l'architecture institutionnelle et faire de l'UE une zone financière cohérente, attractive et puissante, ne joue pas vraiment ce rôle actuellement. C'est regrettable car l'Union a beaucoup à perdre à un moment où son principal centre financier la quitte et où le dynamisme des grands établissements américains n'a jamais été aussi affirmé. J'en viens aux réglementations concernant les marchés financiers dont l'élaboration puis la mise en œuvre s'est trouvée décalée par rapport aux réglementations concernant les établissements de crédit, CRR, CRD4 et l'assurance Solvency II. On arrive sur les marchés financiers avec un décalage et une accumulation de nouvelles réglementations qui bouleversent en profondeur l'exercice du métier de la finance. Nous avons MiFID II pour l'organisation des marchés, PRIPS pour la commercialisation de produits financiers, MMFR pour les fonds monétaires, l'adaptation des réglementations sur les prospectus, sur les droits des actionnaires. Tout ça sont des textes votés, qui sont adoptés et qui sont en cours de mise en œuvre, et sans évoquer les projets non finalisés, car toujours dans la main des co-législateurs, sur le crowdfunding, la cotation des PME, la résolution des chambres de compensation, le régime prudentiel des entreprises d'investissement, les covered bonds, tout ça, c'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas encore adopté. Je ne vais pas entrer dans le détail de tous ces textes, bien sûr, dont la mise en œuvre mobilise de façon intense l'autorité, mais il faut avoir en tête leur objectif, rendre les marchés plus efficaces en améliorant leur transparence et les mécanismes de formation des prix, rendre les intervenants plus résistants face aux chocs et mieux protéger les investisseurs. In fine, favoriser l'émergence de l'union des marchés de capitaux. Où en est-on? Les objectifs poursuivis sont-ils en passe d'être atteints? Je voudrais simplement souligner qu'à côté de succès évidents, on peut rester perplexe devant certaines évolutions. On pourrait prendre PRIPS, je vais prendre le cas de MIF2 parce que c'est une
une réforme d'ampleur considérable, MIF 2 et la structure des marchés. MIF 2, vous le savez, l'ambition, c'est de ramener des structures sur des structures plus transparentes, les transactions qui étaient jusqu'à présent largement dans l'OTC ou dans ce qu'on appelle les dark pools, c'est-à-dire des pools de liquidités non transparents. Cette réduction de la part de l'OTC et des dark pools est effectivement intervenue, mais elle ne s'est pas faite au profit de plateformes multilatérales classiques et en particulier au profit des plateformes réglementées. Elle s'est faite au bénéfice de ce qu'on appelle les internalisateurs systématiques. En fait, ce sont ce qu'on appelle les teneurs de marché qui, en principe, mettent leur compte propre en face des opérations des clients par opposition à des plateformes multilatérales dans lesquelles les offres et les demandes sont appariées entre elles. Eh bien, ou bien on voit l'émergence de nouvelles techniques d'enchères dites periodic auction. Je ne suis pas sûr à ce stade que la transparence y ait gagné. Nous avons donc devant nous un important travail à conduire avec l'industrie pour analyser les évolutions dans la structure des marchés, l'efficacité des mesures prises et, à l'évidence, combattre des éventuels contournements. Le troisième point de vigilance, l'Europe, la mise en œuvre de ces réglementations très complexes et très rassemblées dans le temps, qui bouleversent l'industrie financière. Le troisième point de vigilance que je voulais mentionner ce matin, c'est celui de l'équilibre à trouver entre l'encouragement nécessaire à l'innovation et la lutte contre les placements toxiques. L'innovation en matière financière, c'est quoi? C'est essentiellement un premier champ qui est l'intelligence artificielle et l'utilisation du big data, et un deuxième champ qui est la technologie du registre distribué, le blockchain, et l'émergence de cryptoactifs. Ce sont des facteurs puissants pour revisiter en profondeur l'intermédiation financière traditionnelle, en réduisant le coût, mais c'est aussi un facteur puissant pour développer la pure désintermédiation. L'AMF est très mobilisée pour accompagner ces innovations et en éviter les effets néfastes. Elle soutient l'encadrement des ICO, Initial Coin Offering. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre de l'examen de la loi Pacte. Mais l'innovation, c'est aussi le terreau d'escroquerie et de commercialisation non maîtrisée de produits très risqués. Le Bitcoin en a fourni maints exemples. 2017 a permis de récolter dans ces matières de lutte contre les commercialisations de produits financiers dangereux et toxiques. 2017 a permis de récolter les premiers fruits du nouveau cadre réglementaire introduit par la loi Sapin 2. L'interdiction de la publicité, en particulier pour les options binaires et pour les CFD à fort effet de levier, ainsi que de tirer les fruits des efforts effectués par l'AMF et largement relayés par les médias pour alerter et éduquer les épargnants. Mais c'est un terrain sur lequel les offres se renouvellent sans cesse. Et après la vague du Forex, après la vague du diamant, ce sont les cryptoactifs qui ont pris le relais. Au cours des 4 premiers mois de l'année, plus de 4000 demandes traitées par sur les 4000 demandes traitées par notre centre épargne info service, 700 ont concerné les cryptoactifs, dont 250 réclamations ou signalements qui faisaient état de pertes qu'on estime à environ 9 millions d'euros. Nous nous réjouissons donc que l'ESMA ait décidé de mobiliser pour les options binaires, à compter du 3 juillet, et sur les CFD les plus risqués, à compter du 1er août, les nouveaux pouvoirs introduits par MiFID II, qui autorisent l'autorité européenne à interdire de façon temporaire, en l'espace pour 3 mois, la commercialisation de produits financiers dangereux. Je rappelle que cette interdiction s'applique que le sous-jacent de l'option binaire ou du CFD soit une devise ou un cryptoactif. Ce qui compte, c'est l'option binaire ou le CFD en la matière. Le même texte donne d'ailleurs ce pouvoir d'interdiction de commercialisation aux autorités nationales. Et il le donne sans avoir de caractère temporaire. Nous verrons donc le moment venu comment nous prenons le relais de l'ESMA, mais il est clair que ce relais sera complexe à prendre car on retrouvera les tentations nationales d'adapter l'interdiction. Qui le fera sur le levier maximum autorisé pour les CFD? Qui le fera sur le périmètre des sous-jacents visés? Je n'exclus même pas que certains pays suppriment tout simplement l'interdiction sur leur territoire. Il y a là un sujet de réflexion pour les colégislateurs européens
peut-être donner à l'ESMA le pouvoir d'interdiction, non pas temporaire, mais plus sans limite de temps. Je profite de ma présence devant votre commission pour plaider en faveur d'une extension du champ d'application des dispositions de la loi Sapin 2 qui, au-delà du forex et des options binaires, nous permettrait de demander également le blocage de l'accès aux sites proposant de façon illicite des investissements en biens divers. C'est-à-dire proposant, par exemple, des investissements sur les diamants ou sur les cryptoactifs en faisant miroiter des promesses de rendement particulier. Donc les sites qui proposent ça, et donc de façon illicite, puisqu'ils n'ont pas été autorisés par l'AMF, il faudrait pouvoir les bloquer. Et au passage, il faudrait aussi pouvoir bloquer les sites de financement participatif irrégulier. On a vu des cas où des sites étaient copiés de façon irrégulière pour proposer des mêmes projets que des projets réguliers. La capacité de bloquer ces sites serait particulièrement utile. Mon dernier point d'enjeu concerne la menace que constitue pour notre filière répressive et plus particulièrement pour la détection et la répression des abus de marché, notamment les manquements d'initiés, une application non proportionnée des nécessaires protections des données individuelles. Le Conseil constitutionnel a considéré en juillet 2017, en fait il l'avait déjà dit clairement en 2015, mais il nous l'a, sur une décision de la commission des sanctions, il l'a évoqué en juillet 2017, que l'encadrement par la loi du recours par l'AMF aux données de connexion, les FADET, n'était pas suffisant pour garantir la protection des droits individuels. Il a laissé à l'État, jusqu'à la fin de cette année, donc presque 18 mois, pour mettre en place un cadre adapté. Le projet de cadre est désormais techniquement finalisé et il y a, j'attire l'attention, désormais dans mon esprit, urgence à prendre les mesures qui permettront de conserver cette source précieuse d'indices permettant de poursuivre les manquements d'initiés. De même, il importe que les échanges de données que nous avons avec les autorités des pays tiers, dans le cadre de nos enquêtes respectives, vous voyez, j'ai fait mention tout à l'heure aux enquêtes que nous conduisons pour le compte d'autorités de pays tiers et des échanges de données qui sont associés, il importe que ces échanges de données perdurent dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne GDPR qui est entrée en vigueur le mois dernier. Nous suivons de près l'issue des travaux qui sont menés entre l'OICV et l'autorité européenne qui a désormais en charge la protection des données, l'EDPB, qui a pris la suite du WP29, tout ça est un peu mystérieux, mais c'est comme ça. Pour normaliser le cadre dans lequel se situent nos échanges, et nous analyserons de façon extrêmement précise la version finale qui est parue hier de la guideline qui éclaire la portée des dérogations, en particulier la dérogation pour motif important d'intérêt public qui peut justifier un certain nombre de nos échanges. Nous devons vraiment veiller collectivement à ce que la réglementation des données personnelles ne fasse pas le lit de la délinquance financière. Après ces quelques éléments d'introduction, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci infiniment pour cet exposé. Je propose d'entendre tout d'abord les questions du rapporteur général, notre collègue Albéric de Montgolfier, et puis je compléterai moi-même avant de nous tourner vers nos collègues. Merci, Monsieur le Président, pour cet exposé qui complète utilement le rapport de l'AMF que j'ai sous les yeux. J'ai trois questions à la lecture de ce rapport et après vous avoir entendu. La première concernant le bilan de la loi non-bis qui avait suivi le non-bis in idem, donc l'impossibilité de poursuivre à la fois pour des sanctions administratives et judiciaires, donc des mêmes faits. Si je pose cette question, c'est qu'elle va devenir d'actualité dans le cadre très prochainement de la loi sur la fraude fiscale, où nous aurons à traiter la question du verrou de Bercy. Donc quel bilan tirez-vous de la nouvelle procédure, sachant que la lecture, je ne sais pas si les collègues ont le rapport de l'AMF, mais je vous invite à regarder les annexes 2017. Et je regarde les annexes 2017
qui parle des décisions de justice faisant suite à la transmission des rapports d'enquête par l'AMF. Je prends les deux premières affaires. Affaire transmise le 22 juillet 2004. 2004, jugement du 30 mars 2017, qui d'ailleurs relaxe dans une affaire Altran Technologies. Donc ça n'a jamais mis que 13 ans pour arriver à un jugement de relax, appel du parquet en cours. Donc 13 ans, voilà. Deuxième affaire, affaire transmise en 2006, jugement 2015. Là aussi, les délais sont quand même... Et d'ailleurs, ça se finit par, là aussi, un arrêt qui relaxe la société Euroland Corporate Group. Donc le bilan judiciaire est quand même pas très très brillant, si je prends les deux premières affaires. Donc par rapport au débat que nous aurons sur le verrou de Bercy, je ne voudrais pas que les affaires fiscales soient traitées avec la même efficacité que le fait la justice à l'égard des délits boursiers. Pardon ? C'était avant le PLF de 2013. Oui, mais pour l'instant, c'est pas très brillant non plus. Donc c'est pas très brillant non plus. Donc voilà, bilan, Monsieur le Président. Concrètement, qu'en est-il aujourd'hui ? Je persiste à croire que la sanction administrative est parfois plus efficace que la suite judiciaire, même si, encore une fois, la sanction judiciaire, les peines d'emprisonnement qui sont d'ailleurs la plupart du temps avec sursis, même si elle doit aussi avoir ses vertus, notamment son caractère dissuasif. La deuxième question porte, vous l'avez évoqué, sur les produits exotiques. Vous avez répondu. Vous savez que là-dessus, le Sénat et moi-même, nous avons toujours été très allants. Aujourd'hui, un certain nombre de produits exotiques, y compris des défiscalisations douteux. Donc, est-ce que vous pensez que la voie de l'interdiction de publicité est la plus simple? Et quel bilan tirez-vous de la fermeture des sites? Là aussi, il y a des choses intéressantes dans le rapport. Enfin, troisième question, le Brexit. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites. Certaines, d'ailleurs, rejoignent les propositions que j'avais formulées pour le Sénat sur le Brexit. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la France a un dispositif suffisamment attractif à Hong Kong, lorsque on avait travaillé sur cette question? On voit des sociétés luxembourgeoises qui ont des équipes 100% en Asie. Ils nous disent, nous, on fait un board par an à Luxembourg et ça va, on a un agrément luxembourgeois, donc on peut travailler. Donc ça vous paraît être le niveau de régulation suffisant, ou est-ce que la France, là-dessus, a encore des propositions à faire pour être suffisamment compétitif en matière de Brexit? Voilà, merci. Merci, Monsieur le rapporteur général. Alors moi-même, Monsieur le Président, je souhaitais vous interroger sur un premier sujet qu'il est convenu de dénommer par un magnifique anglicisme. Il s'agit du crowdfunding. On parlera de financement participatif pour parler en français. La Commission européenne a publié au printemps dernier, en mars, je crois, une proposition de règlement européen qui devrait permettre la mise en œuvre d'offres transfrontières de financement participatif. Cette proposition apparaît néanmoins, quand on l'analyse, comme tout à fait en retrait sur certains points par rapport au cadre législatif français, en fixant par exemple un plafond à 1 million d'euros par offre sur 12 mois dans toute l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les négociations en cours et sur la position défendue par l'autorité des marchés financiers? Mon second sujet sera celui des FADET. À l'été dernier, le Conseil constitutionnel a décidé de retirer à l'AMF le droit d'accéder aux FADET. Vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, dans le cadre de ces enquêtes, estimant que la procédure n'était pas assortie de garanties suffisantes. Un délai a toutefois été laissé au législateur pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée. Ce délai nous fait courir jusqu'à la fin de l'année civile 2018. Or, nous sommes déjà en juin. Et donc, faut-il craindre que ce délai soit insuffisant? Et surtout, pour nous rassurer totalement sur le délai qui reste à courir, voyez-vous un bon véhicule législatif? Parce qu'on avait pensé à la loi Pacte, mais elle est annoncée, reportée de délai en délai. Donc rien n'est certain en ce qui la concerne. Et donc, y aurait-il, à votre analyse, un autre véhicule législatif possible? Et puis, dites-nous, si on ne parvenait pas à régler cette question dans les délais, quelles pourraient être les conséquences sur les enquêtes en cours? Puisque jusqu'à présent, vous aviez une certaine capacité. Si vous la perdez sur le plan juridique,
est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause des enquêtes que vous avez commencé à conduire? Enfin, dernier sujet, peut-être plus crucial, je dirais, pour vous, pour votre survie, ou pour le volume d'activité que vous pouvez engranger, c'est la question des moyens, du budget. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'évolution de vos moyens humains et financiers et les comparer d'une certaine façon, car c'est toujours éclairant, aux moyens et aux compétences dont disposent les autres autorités de régulation de l'Union européenne avec lesquelles vous êtes en relation étroite et évidemment, forcément, dans la fonction qui est la vôtre, en posture d'observation. Donc, pouvez-vous nous donner quelques éléments de comparaison? Merci à vous. Oui, je vous propose d'y aller, puis on reviendra sur une deuxième séquence avec nos collègues. Alors, je vais prendre les points dans l'ordre, parce que je pense qu'ils sont tous un peu différents. Non bis in idem, quelque part, si on se souvient, ça a été déclenché par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on a pris des mesures pour éviter cela, avec la nouvelle procédure qui, à un moment, lorsque nous avons un dossier qui est prêt, que nous souhaitons en particulier le porter auprès de la commission des sanctions, on le propose au PNF, et donc le PNF a le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Si nous n'étions pas d'accord, eh bien, il y a des voies de recours internes. On voit bien l'intérêt d'être traité par cette branche du PNF lorsque une peine privative de liberté est envisageable, même à titre de sursis. C'est quand même quelque chose d'extrêmement dissuasif en termes de jurisprudence. Et donc, depuis que cette procédure a été mise en œuvre, le PNF nous a pris un dossier. Il l'a traité, je dois dire, dans des temps très raisonnables par rapport au temps que l'on pourrait imaginer de la branche administrative qui est la nôtre. Un dossier sur combien de dossiers potentiellement? On lui a à ce stade une vingtaine de dossiers. Il a pris des décisions qui globalement, enfin je ne veux pas commenter cette décision-là, qui n'a pas abouti à une peine privative de liberté en l'occurrence, et qui on sent que j'observe toutefois que depuis que ce régime a été mis en œuvre, il y a eu une décision de la Cour la Cour de justice européenne, des communautés, pas de la CEDH, mais de la Cour de justice, qui a dit à peu près le contraire de ce que la CEDH avait dit, et qui quelque part laisse à penser que le non bis in idem n'est pas une règle aussi absolue que ce qui avait été prévu à l'origine. Cela étant, la célérité de la justice, la célérité de la décision par rapport au fait qui a été détecté est un élément essentiel de l'efficacité de la procédure répressive, à l'évidence. Or, on observe des ralentissements à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos dossiers ont une dimension internationale et nécessitent, pour pouvoir être conduits, d'obtenir des informations de collègues. Ça prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, nous avons nos instructions, et de fait, plus on rajoute, plus c'est regrettable. C'est vraiment un de nos objectifs, et pour en avoir discuté récemment avec la Cour des comptes, qui est une mission à l'autorité, c'est un point d'attention vraiment que nous avons en commun, et nous avons tendance à penser que notre filière est, par construction, un peu plus rapide que la filière pénale. Les produits exotiques, on voit l'interdiction de la publicité a été quelque chose d'extrêmement puissant. Les publicités illégales ont diminué de façon drastique. Par exemple, premier trimestre de cette année, on en a détecté moins d'une vingtaine, ce qui est extrêmement faible.
Et derrière, lorsqu'on en détecte, on prend contact pour les faire fermer les sites. Et s'ils ne le font pas suite à notre première injonction, eh bien à ce moment-là, avec la justice, nous avons une procédure très très rodée maintenant, avec une réunion tous les 2 mois qui nous permet de mettre en œuvre ces interdictions. J'attirais l'attention, et c'était mon propos liminaire, de dire que ce pouvoir de faire fermer les sites, nous ne l'avons que pour des produits financiers. Or, en fait, l'imagination va au-delà du produit purement financier et les biens divers peuvent être couverts et on peut rattraper par là des diamants et parfois des cryptoactifs dès lors que la publicité fait miroiter des promesses de gains. Et voilà, ça, ce genre de choses, on peut le classer en biens divers et à ce moment-là faire fermer, mais on ne peut pas faire fermer le site actuellement, mais ça pourrait être le cas et je crois que c'est très utile. Ensuite, il y a le problème du second stade qui est j'interdis la publicité et ensuite j'interdis la commercialisation. Et ça, c'est ce que le pouvoir qui existe maintenant depuis le début de l'année. Et naturellement, on privilégie la voie européenne parce que dans ces domaines de plateforme, une interdiction à l'échelle de l'Union est beaucoup plus efficace qu'une interdiction à une échelle nationale. Souvent, la plupart de ces sites ne sont pas localisés chez nous. Mais vraiment, c'est d'ailleurs parce que on trouve que c'est extrêmement efficace, l'interdiction de la commercialisation, qu'on souhaite pouvoir aller encore un peu plus loin dans cette dimension-là. Le Brexit et l'attractivité de la France, la France et Paris est attractive. C'est clair, nous avons beaucoup de contacts avec l'ensemble des intermédiaires financiers. Vous avez mentionné à juste titre un débat qui est extrêmement virulent au niveau européen, qui est celui quand vous vous installez dans l'Union et que, étant installé dans l'Union, vous aurez un passeport pour proposer vos services dans l'ensemble du périmètre de l'Union. Qu'est-ce qu'il faut localiser dans l'Union comme moyen? Est-ce que avoir une adresse et faire une fois par an, comme vous l'avez indiqué, la réunion du Conseil, que ce soit à Luxembourg, à Paris ou à Dublin, est-ce que ça suffit pour pouvoir dire que voilà, je suis installé dans l'Union, donc je peux commercialiser mes produits sans limite par rapport à ce blé-là. C'est très sensible pour la gestion collective parce que, par exemple, pour commercialiser les OPCVM, UCITS, c'est une notion de l'Union, donc il faut avoir des fonds immatriculés dans l'Union et la société de gestion doit être localisée dans l'Union. Si la localisation dans l'Union, c'est avoir un bureau et de là avoir tout redélégué et envoyer la gestion, la maîtrise des risques dans une place d'origine qui pourrait par exemple être Londres, est-ce que ça suffit pour pouvoir passer la barrière réglementaire? Dans notre esprit, non, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça que nous avons soutenu l'idée qui est dans le projet de réforme des ESA de donner à l'ESMA un rôle important pour assurer que de façon cohérente, il y ait une substance, et qu'elle soit encore une fois à Paris, à Luxembourg ou à Dublin, peu m'importe, mais qu'au moins la substance qui est exigée soit la même, que ça soit à Paris, à Dublin, à Francfort ou à Luxembourg. Vous avez vu comment cette idée a été reçue par un certain nombre de nos collègues qui trouvent là une ingérence inadéquate dans leur prérogatives nationales. Je rappelle que la directive UCITS est une directive d'harmonisation minimale. Minimale. Ce n'est pas une directive d'harmonisation maximale. Donc, vous voyez d'où on part. Évidemment, avec le Brexit, ça prend un aspect très désagréable, plus sensible. Mais la position de la France, ce n'est pas de baisser nos exigences, parce que nous considérons que,
et c'est l'expérience que l'on a quand on discute avec les grands intermédiaires sérieux de ce métier de la finance, ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas avoir des boîtes aux lettres, ce n'est pas avoir un superviseur qui accepte des contraintes trop légères. Et donc notre ligne est claire. Nous avons des conceptions relativement significatives de ce que signifie s'installer dans l'Union, s'installer en France, et nous souhaiterions que cette approche soit partagée dans l'ensemble de l'Union. Évidemment, l'attractivité et les conséquences pour la place de Paris, aujourd'hui, les incertitudes qui entourent la manière dont le Brexit va se passer font que le dimensionnement des équipes à localiser dans l'Union et pour certaines d'entre elles à Paris n'est pas encore clairement arrêté par les intermédiaires. On pourrait revenir si vous voulez. Crowdfunding en Europe, bien sûr, c'est très emblématique de l'approche de l'innovation. S'il n'y a pas au niveau national des initiatives fortes dans un certain nombre de domaines, il n'y en a pas au niveau européen. Comment ça s'est passé pour le crowdfunding? Il y a eu des initiatives au niveau national et en France, avec des statuts qui ont été, un cadre réglementaire qui ont été faits, et au bout d'un moment, on prend une conscience collective que ça serait mieux d'avoir un statut européen, et en effet, pouvoir récolter de l'épargne dans l'Union, où qu'elle soit localisée, pour financer des projets dans l'Union, où qu'ils soient localisés, ça donne une capacité, et ça pourrait permettre à des plateformes d'atteindre, de dépasser d'avoir un seuil, dépasser le seuil critique de taille qui leur permet d'être des intermédiaires forts. Le projet qui est sur la table, à l'évidence, ne le permet pas. Vous l'avez dit, 1 million d'euros maximum par projet. On voit bien pourquoi c'est 1 million d'euros par projet. Je fais une toute petite parenthèse, si vous le voulez, par la directive prospectus, qui dit vous pouvez exiger, le seuil au-delà duquel vous pouvez exiger un prospectus, vous le fixez au niveau national entre 1 et 8 millions d'euros. Nous étions à, c'est compliqué, mais en gros, on était à 5 en France. Donc, nous avons décidé à l'AMF, collège, de remonter de 5 à 8 millions le seuil au-delà duquel un prospectus, c'est 200 à 300 pages, hein, c'est pas, est demandé. En dessous, nous demanderons quelque chose de très simplifié pour quand même donner les informations essentielles. Donc, mais vous voyez, au niveau européen, on a dit entre 1 et 8. Donc, du coup, quand on parle de crowdfunding, eh bien, le texte européen, il s'est calé sur le projet européen s'est calé sur la limite basse, 1 million d'euros. Pourquoi? Parce que ça miroite avec le prospectus. Simplement, 1 million d'euros, nous aujourd'hui en France, c'est 2,5 millions d'euros hein, pour quand ce ne sont pas des prêts. Et nous pensons aussi que, compte tenu de l'expérience que nous avons maintenant du financement participatif, nous aurions avantage à aligner le seuil sur celui du prospectus, c'est-à-dire le amener à 8 millions d'euros. Les FADET, donc, je crois pouvoir dire que nous avons à l'AMF, avec le soutien de beaucoup de parties de l'État, travaillé sur un texte qui est maintenant extrêmement robuste, donc qui est prêt à être intégré dans tout support qui serait approprié. La loi Pacte, j'ai lu que c'est dans la GFI qui mentionnait ça, la loi Pacte peut en être une, et bien sûr, je ne sais, je suis moins maître que vous des calendriers parlementaires, mais je comprends en particulier qu'au Sénat,
il pourrait y avoir des difficultés à ce que l'adoption d'un texte intervienne avant la fin de l'année, ce qui, compte tenu des contraintes que j'évoquais... Déjà que ce soit voté à l'Assemblée. Oui, non, tout ça est très compliqué. Je veux dire, s'il y avait d'autres voies, de quelle autre voie peut-on penser? À quelle autre voie peut-on penser? Évidemment, il y a la voie traditionnelle de la PPL. Je crois que sur le non bis in idem, nous avions en son temps eu recours à cela. Vous avez mentionné, je crois, un texte sur la fraude fiscale. Oui, qui vient d'une première semaine de juillet. Bon, en examen en première lecture au Sénat. Je suis totalement neutre là-dessus. Il faut qu'il y ait un rapport avec l'objet du texte. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous avons un texte qui est prêt et qui a reçu toutes les sécurités nécessaires, parce qu'on voit bien qu'il faut être très clair vis-à-vis du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit une fois que le cadre n'était pas approprié. Il faut qu'on soit sûr que maintenant le cadre le soit. Et honnêtement, je pense pouvoir dire qu'il l'est. Mais pour l'avenir, mais pour les enquêtes en cours, alors, Monsieur Ophel. ça veut dire que pour les enquêtes en cours, en fait, comment est-ce que l'on pratique aujourd'hui? Depuis la décision du Conseil constitutionnel, qui miroite aussi avec des décisions de la Cour européenne, hein, c'est pas uniquement le Conseil constitutionnel, hein, nous avons naturellement réduit au maximum le recours au FADET. Pour limiter les risques, mais il est clair que passé la fin de l'année, là, ça sera totalement impossible. Or, un délit d'initié, pouvoir expliquer que les FADET, c'est pas des écoutes, hein, on ne connaît pas le contenu de la conversation, mais pouvoir dire que quelqu'un qui avait une information privilégiée a appelé à un moment quelqu'un qui, à la suite du coup de téléphone, a fait une opération financière, ça constitue un des éléments clés d'un faisceau d'indices pour un abus de marché, une opération un délit d'initié. Ça tombe sous le sang. Donc, si nous n'avons plus cela, eh bien, à l'évidence, notre efficacité sera très très nettement affaiblie, y compris pour les opérations en cours. Donc le risque de voir des opérations en cours être annulées par décision de justice au motif de l'inconstitutionnalité de votre accès au FADET n'est pas totalement à exclure. Non, c'est... Voilà. Merci de cette confirmation. Et alors vos moyens? Les moyens, oui, les moyens. Alors, tout ça est lié finalement. Non, mais les moyens, alors, je ne sais pas, vous avez dans le rapport annuel, les comptes de l'AMF ont été clôturés en 2017 en perte de 7 millions d'euros. C'est bien le sujet. 7 millions d'euros. Pour l'autorité des marchés financiers, être un jour en défaut de paiement, ça n'est pas envisageable. Nous avons eu un débat avec les gouvernements l'an passé, et dans la loi de finances pour 2018, il y a eu l'ouverture on nous a donné la capacité de percevoir, pas de lever parce que c'est pas, de percevoir des contributions volontaires. Les contributions volontaires pour... Il faut signer un contrat. Les contributions volontaires, je ne veux pas rentrer dans la cuisine entre guillemets budgétaire. On voit bien les enjeux qui sont derrière. Nous avions un projet. Nous sommes en cours de réaliser un projet informatique d'ampleur qui va modifier substantiellement la manière dont on échange avec l'industrie de la gestion. Et donc, autour de ce projet-là, informatique, d'ampleur, nous avons signé avec l'AFG
donc pas avec pas avec les sociétés de gestion elles-mêmes, mais avec l'association, un contrat par lequel ils nous verseront 6 millions d'euros par an pendant 5 ans, soit 30 millions d'euros qui nous couvriront le coût de ce projet et donc augmenteront les recettes conservées par l'autorité. Je dis conservées par l'autorité parce que, en tout état de cause, les contributions que nous levons auprès de nos assujettis sont supérieures au plafond qui nous est imparti de nos recettes que l'on peut y conserver, et de ce fait-là, nous reversons au budget général de l'État des montants substantiels. Nous avons traité ça pour essayer de conserver au maximum l'indépendance de l'autorité. Un contrat sur 5 ans qui n'est pas signé avec les sociétés de gestion, mais avec leur association représentative. Très bien. Il ne vous a pas échappé que une perte de près de 7 millions, je rajoute 6 millions de recettes, ça fait toujours une petite perte. Ça fait toujours une petite perte et donc les petites pertes ne peuvent qu'augmenter. Pourquoi? Parce que compte tenu de nos efforts en matière informatique en particulier, j'évoquais les 5 millions de déclarations quotidiennes que nous avons de très gros investissements informatiques qui vont se traduire par des dotations aux amortissements croissantes dans les années qui viennent. Donc, nous avons engagé avec l'État, ce que j'en souhaite, c'est avoir une approche pluriannuelle de l'équilibre financier de l'institution, parce que si on ne fait rien, eh bien, l'institution, l'autorité sera à nouveau en perte très significative dans les années qui viennent. Ce n'est pas admissible, et à ce moment-là, il faudrait revoir nos moyens. Or, nos moyens, quand je les compare avec ceux de nos plus proches voisins, c'est compliqué parce que les responsabilités de chacun ne sont pas les mêmes, mais je regarde mes amis du Royaume-Uni qui ont des responsabilités plus larges. Mais aujourd'hui, ils sont 3700 à la FCA, plus 620 personnes entre mars 2014 et mars 2017. En 3 ans, ils ont recruté à la FCA 620 personnes. 620. Pour des responsabilités qui sont... L'autorité des marchés financiers, c'est 470 personnes. La Consob en Italie, qui est, elle, a un périmètre de responsabilité très voisin de celui de la France, très voisin, c'est 20% de plus que nous, en moyen. 20% en effectif, ils font un peu plus de 600, et en moyen financier associé. J'ai la faiblesse de penser que l'industrie financière en France est un petit peu plus importante que l'industrie financière en Italie. Alors en Allemagne, là aussi c'est un modèle qui est différent puisque la BaFin a une responsabilité en matière de marché, d'assurance et de banque, pour les banques en collaboration avec la Bundesbank. C'est de mémoire 1500. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, même pour la partie financière, mais le modèle est assez différent, c'est-à-dire que le modèle de l'autorité des marchés financiers, le modèle RH, c'est recruter des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui passent chez nous un temps qui va entre 5 et 10 ans, et qui en général ensuite retournent vers l'industrie. Le modèle c'est le modèle de la FCA, c'est le modèle aussi un petit peu de la Consob. En Allemagne, c'est un modèle différent. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais ce sont des fonctionnaires, je dirais, quasiment, du ministère. Ils sont à peu près, en Allemagne, sur les opérations de marché, 50% de plus que nous. À peu près 50% de plus que nous. Mais, évidemment, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y a 20% de nos effectifs qui sont sur des
métiers de support pur. Évidemment, le support, au niveau de la BaFin, il est partagé entre les trois secteurs. Au Royaume-Uni, ils sont 3700 à la FCA, ils sont 1400 à la PRA, c'est-à-dire la PRA, ce sont ceux qui, à la Banque d'Angleterre, travaillent sur les banques. Donc au total, ils sont un peu plus de 5000. Un peu plus de 5000. Si je fais le somme de nos un peu moins de 500 et ceux de la CPR qui sont un peu plus de 1000, on est à 1500. Vous voyez, 1500. 1500. Si je fais le total des deux, en comparant FCA plus PRA. Mais la FCA, ce que je trouve intéressant, c'est ils ont en 3 ans, ils ont ajouté à cet ensemble plus de 900 personnes. Plus de 900 personnes. Au Royaume-Uni, parce qu'ils ont considéré que c'était essentiel pour assurer la crédibilité de la place, et en particulier mettre en œuvre les réformes réglementaires extraordinairement fortes qui ont été faites. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va se tourner maintenant vers un certain nombre de nos collègues. J'ai 4 inscrits. Éric Bocquet, tout d'abord, puis Philippe Dominati. Bien, merci, Monsieur le Président. Donc, toujours intéressant d'entendre l'AMF, qui connaît par définition parfaitement le monde merveilleux de la finance, ses évolutions, ses turpitudes. Vous le régulez, vous le sanctionnez y compris. Voilà, tout cela était nécessaire. Mais sur un plan plus global, on est 10 ans après la dernière crise financière mondiale, dont on n'est pas encore sorti des conséquences, ne serait-ce que l'aggravation des dettes des États, par exemple. Est-ce que la situation, de votre point de vue, est assainie? Est-ce que toutes les mesures ont été prises? Est-ce que tous les risques ont été évacués? Alors, certains économistes et financiers semblent dire que tel n'est pas le cas. On pointe un risque d'une nouvelle crise financière. Personne ne sait quand, évidemment, mais certains ingrédients semblent être présents. 340 000 milliards de dollars en circulation dans le monde, estimation évidemment, 4 fois le PIB du monde, mais surtout une finance parallèle, le shadow banking, que vous avez évoqué, 45 000 milliards mondial. Donc votre travail, c'est de contrôler, de réguler, de sanctionner le secteur régulé, mais il y a tout cet espace-là qui échappe à toute régulation, à tout contrôle, à toute règle. Et donc c'est un sujet d'inquiétude. Je crois que 50% des activités financières dans le monde sont gérées de cette manière, et c'est un secteur qui est en plein développement, activité menée par d'autres acteurs que les banques. Alors on parle d'opacité, de manque de transparence, vous l'avez cité. Est-ce que, vous parlez de ralentissement parfois, est-ce que vous avez une bonne coopération de certains États aux vertus financières connues, Luxembourg, Suisse par exemple, certains petits États, les îles Caïmans? Comment ça se passe dans les relations et les coopérations avec ces États-là? Alors je me souviens des propos de M. Alamin, qu'en 2007, ce grand expert inamovible indépendant, qui disait en 2007 tous les voyants sont au vert. C'était à quelques semaines de l'éclatement de la crise de Lehman Brothers. Personne ne l'avait vu, hein, lui non plus. Et il vient de redire, M. Main, qu'en 2017, en novembre 2017, on ne revivra pas la crise de 2007, mais plutôt une secousse boursière, et les plus malins en profiteront. Tout le cynisme, c'est excellent. Alors, il y a quand même des facteurs de déstabilisation des marchés financiers ces dernières années, depuis cette crise. L'assouplissement quantitatif des banques centrales, la banque américaine, la BCE, qui a injecté des dizaines de milliards ou de dollars pour relancer l'économie, bon, ça n'a pas le résultat escompté, mais ça fait que la masse monétaire dans le monde est gigantesque. Elle a cru dans des proportions absolument dingues. Les États-Unis ont une politique du même style. Le Brexit pose ces questions aussi. M. Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui n'est pas un siffleur à tête d'oiseau, je me permets cette image, les collègues comprendront pourquoi je fais cette référence, a déclaré en janvier 2018 qu'une grave crise financière était pointée à l'horizon. Il a dit « Les explosifs sont là, il ne manque que le détonateur ». Bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même M. Trichet qui parle, ça n'est pas rien. Qu'en pensez-vous? Alors, on parle de nouvelles bulles dans l'économie du monde. On parle de la dette étudiante aux États-Unis, qui est une bulle potentielle. L'intelligence artificielle, vous l'avez cité, effectivement, c'est une source aussi de risque, je crois. On parle d'une bulle autour des gaz de schiste. Enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent en circulation dans l'économie mondiale. Et dans le même temps, on a des États et des entreprises privées fortement endettés aussi.
Donc il y a là un paradoxe absolu qui peut générer des crises demain. Et cet argent injecté dans l'économie, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'a pas servi essentiellement à l'investissement productif, mais a beaucoup nourri la spéculation. C'est-à-dire l'argent qui tourne sur lui-même. Donc voilà, est-ce qu'en cas de crise demain, les États seront en capacité de colmater les brèches comme on l'a fait en 2007-2008 ? Voilà. Merci à Éric de cette question générale. Philippe Dominati, puis Jean-François Rapin. Moi, Monsieur le Président, j'ai deux questions qui sont un peu complémentaires, d'une part de celle du rapporteur, d'autre part de mon collègue Bocquet. La première, c'est l'attractivité de la place de Paris. Vous avez évoqué surtout l'Europe, les institutions européennes, la tendance, mais certaines de vos formules, dans le style « nous ne baisserons pas nos exigences », est-ce que ça nous rend compétitifs par rapport à nos partenaires européens, je pense particulièrement à l'Allemagne ou au Luxembourg, pour cette attractivité? Est-ce que vous estimez que tous les efforts sont faits pour compenser éventuellement et être prêts au rendez-vous pour les acteurs financiers qui quitteraient éventuellement Londres, ou effectivement le fait d'avoir une position peut-être un peu plus exigeante en France peut être une source de rejet de la part d'un certain nombre d'acteurs? C'est ça, c'est cet équilibre qui m'intéresse, et c'est véritablement l'attractivité de la place financière de Paris, qui doit s'étudier évidemment globalement. Est-ce qu'on a les moyens, les bureaux, etc. Et donc vous, pour votre autorité, est-ce que vous estimez que vous êtes vraiment en phase et au rendez-vous, ou effectivement il y a des ajustements encore à formuler? Deuxièmement, pour compléter un petit peu l'intervention de mon collègue Bocquet, qui a une vision mondiale, moi je voulais vous parler simplement du territoire national. Parce que vous nous avez peu parlé effectivement de l'état des clients ou des patients. Je dirais, pour vous, actuellement, sur le territoire national, est-ce que vous considérez que les marchés financiers sont attractifs pour la population française? Est-ce qu'on est dans une période ascendante? Est-ce que les Français ont été motivés ou découragés de s'orienter vers des marchés financiers? Est-ce qu'il y a trop de tracasseries, ou au contraire, est-ce qu'il y a des instruments qui ont réconcilié les Français avec la bourse, avec leur système bancaire? Et de cela, vous ne nous en avez pas parlé, de l'état d'un peu de nos concitoyens, des épargnants, et je dirais même des entreprises. Est-ce qu'il y a beaucoup d'introductions en bourse? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui passent par la bourse pour financer leur développement? Vous avez été un petit peu... il y avait tellement de sujets à voir que je comprends très bien, mais j'aimerais avoir des précisions là-dessus. Merci Philippe Dominati. Jean-François Rapin et puis Marc Laménie pour conclure. Oui, messieurs les présidents. Ça va aller très vite parce que vous avez déjà répondu en partie à ce que je vais vous demander là, mais vous savez très bien que je vais vous parler des ESMA, puisqu'on avait déjà discuté de ce sujet en audition. Et vous avez évoqué la volonté de la France, effectivement, de voir réformer les ESMA dans leur organisation, dans leur fonctionnement. Il semble que ce soit un vrai coup d'épée dans l'eau, parce qu'on n'est absolument pas entendu, la voix de la France n'est absolument pas audible en Europe sur ce sujet. Même si, et je fais partie de ceux qui ont soutenu la position de la France sur la question, je trouve qu'on n'a aucune solution, on a l'impression d'être dans une impasse. Alors vous avez dit qu'on ne lâcherait rien sur le sujet. Néanmoins, on a beau ne rien lâcher, il n'y a rien qui avance non plus. Donc je voulais savoir si vous considérez qu'il y a des stratégies ou de repli ou de contournement qui nous permettront d'aboutir. Parce que si ce n'est pas le cas, ne faut-il pas simplement attendre les élections européennes et voir si on peut envisager une autre ESMA? Merci Jean-François. Marc Laménie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Président, de toutes les informations que vous nous avez apportées sur des sujets, je dirais, particulièrement importants en masse financière et dans le rapport annuel. Alors, en tant qu'autorité publique indépendante, bon, c'est vrai, on ne connaît pas forcément l'ensemble de vos missions. Alors, techniquement, comment parvenir, parce que quand on voit le nombre de transactions déclarées
à l'AMF 1,4 milliard sur une année, 2017. Comment, techniquement, vous pouvez faire pour exercer aussi cette mission de contrôle? Et puis aussi, je rejoins notre collègue Philippe Dominati, et c'est vrai que, certes, nous sommes élus nationaux, mais de l'autre côté, on représente des territoires, des départements variables en taille démographique et économique. Moi, je prends l'exemple de mon modeste département, 280 000 habitants, les Ardennes. Je dirais, l'information et dans vos nombreuses missions, notamment préserver le grand public des offres de produits financièrement hautement risqués. Alors, comment votre mission pouvez-vous l'exercer, je dirais localement, alors pour les particuliers qui souhaitent investir, mais aussi les entreprises, quels sont un petit peu le potentiel le potentiel des personnes concernées, et puis surtout pour les aider ou les éclairer. Voilà, c'était un petit peu ma question. Merci beaucoup. Merci Marc. Monsieur le Président. Alors, le shadow banking, ce qu'on appelle le shadow banking, ça n'est pas équivalent à de la finance non régulée. La shadow banking, c'est ce qui assure le financement par dette, par endettement des entreprises lorsque ce ne sont pas des banques qui sont à la manœuvre. Et donc, par exemple, le shadow banking, en France, c'est pour l'essentiel des OPCVM, c'est-à-dire les fonds monétaires, 400 milliards d'euros à peu près, hein, et les fonds qui ont des obligations à leur actif, OPCVM ou fonds alternatifs. Alors, les OPCVM ont un encadrement assez, parce que ce sont des fonds ouverts, donc ils ont des règles très très particulières hein, de division des risques en particulier. Pour les fonds alternatifs qui sont très en progression, et ça miroitera avec un autre sujet. Là, nous avons des règles très très spécifiques en disant les fonds peuvent être fermés. Lorsqu'ils ne sont pas fermés, il y a ce qu'on appelle des gates qui permettent à tout moment de limiter les demandes de remboursement. Pourquoi? Parce que c'est ce type de mesure qui permet d'éviter la crise financière qui s'auto-alimente et qui, lorsqu'il y a un certain décalage quelque part, c'est l'aile de papillon quelque part, prend des proportions extrêmes. Donc, le shadow banking, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas suivi, ce n'est pas quelque chose qui est réglementé, mais c'est quelque chose qui appelle de fait une attention permanente. Parce que des fonds ouverts, c'est une capacité de bouger l'épargne de façon immédiate et donc en ayant des conséquences très fortes. Et ça demande en effet un suivi coordonné au niveau mondial extrêmement important. C'est le rôle auquel s'attache le FSB et dans notre domaine aussi l'OICV, IOSCO, avec des accords de coopération, avec des standards, des MOU qui permettent d'encadrer les échanges et les suivis. J'observe avec intérêt que la Chine a rejoint le camp des pays qui contribuent à l'alimentation des données sur le shadow banking, ce qui n'était pas le cas encore il y a un an. Cela étant, le paysage financier par construction est un paysage risqué. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour arrêter la propagation d'un certain nombre de chocs. C'est de ça dont la plupart du temps peuvent très bien ne pas être initiés par la sphère financière elle-même. Il est clair que les tentations protectionnistes qui apparaissent dans un certain nombre de cas sont des éléments qui peuvent déclencher des réactions dans le monde financier
Et il est important qu'il y ait des outils pour pouvoir limiter l'ampleur de la propagation de ces chocs. Je ne vous dirai pas que nous les avons tous, mais il est clair aujourd'hui, nous en avons beaucoup plus que ce que nous avions il y a 10 ans. C'est vrai aussi qu'à l'inverse, la liquidité l'excédent de liquidité que nous avons aujourd'hui est sans rapport avec celui que nous avions il y a 10 ans. La liquidité excédentaire de Banque centrale de l'eurosystème, c'est 2000 milliards d'euros. Le quantitative easing a injecté 2000 milliards d'euros d'excédent de liquidité dans la zone. Donc c'est évidemment à prendre en compte, et en permanence on essaye de détecter les bulles ou les surévaluations. Les bulles, c'est toujours compliqué, les surévaluations, que ce soit l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial, que ce soit le marché des actions, et c'est une interrogation en particulier aux États-Unis, où le marché des actions a atteint des niveaux sans précédent. C'est aussi pour ça qu'en complément, nous avons maintenant des outils dits macro-prudentiels. Le Haut Conseil de stabilité financière, auquel je participe en tant que président de l'AMF, se penche à peu près une fois par trimestre sur l'activation possible de ce type d'outil qui vient pondérer et limiter les risques du système financier. Nous avons déjà pris une décision en ce sens pour le financement des entreprises très endettées au trimestre dernier, parce que c'est vrai que l'endettement du secteur public, mais surtout aujourd'hui le dynamisme de l'endettement du secteur privé, que ce soit les entreprises ou les ménages, est à un niveau et surtout sur des tendances qui appellent une analyse précise, voire des décisions à prendre. Et la France est tout à fait dans ce cas-là. L'attractivité de la place de Paris, tous les efforts sont faits. Je crois qu'il y a là vraiment la nécessité d'avoir un dialogue libre, constructif, efficace et une réactivité extraordinairement forte avec les intermédiaires qui viennent nous voir. Alors, je ne vais pas surestimer il ne faut pas surestimer le poids du superviseur dans ce domaine-là. Le superviseur a un petit rôle à jouer, soit dans un sens en facilitant de façon excessive des implantations, soit dans l'autre sens en donnant l'image d'une compétence, d'une expertise et d'une capacité à dialoguer et à rassurer les maisons mères qui sont ailleurs. Je crois que la France mise surtout là-dessus, et en particulier sur la capacité que nous avons à dialoguer de façon bilatérale avec les autorités américaines, que ce soit la SEC ou la CFTC, avec les autorités britanniques, que ce soit la FCA ou la PRA, parce que finalement, nous avons là. Mais franchement, je crois que l'Europe des 27, sera une Europe dans laquelle nous aurons un caractère multipolaire des places financières. Il y aura des renforcements à Francfort, à Amsterdam, à Dublin, à Luxembourg, à Paris, chacun ayant des avantages et un certain nombre de handicaps. Paris en a beaucoup. Je ne vois pas aujourd'hui de handicap auquel nous contribuerions avec une approche réglementaire excessive. Je ne le vois pas. Mais il faut avoir en tête que à Luxembourg, ils ont un avantage compétitif fort, ils parlent anglais, ils ont une approche du droit qui est très proche de leur approche à eux, donc ils ont à Luxembourg, il y a un écosystème dans la gestion qui s'est bâti au fil du temps, et je peux vous dire d'ailleurs que les autorités luxembourgeoises, au fur et à mesure de la croissance de leur écosystème, sont devenues de plus en plus exigeantes par rapport à
aux firmes qu'elle a. Mais encore une fois, la seule solution, et c'est pour ça que à la fois nous la souhaitons et d'autres la rejettent, la seule solution, c'est une autorité européenne qui assure aujourd'hui, sur les questions de délégation et d'externalisation, l'ESMA a produit des opinions. Une opinion, c'est « merci beaucoup, vous m'avez donné votre opinion ». Alors, bon, je vais peut-être la respecter, mais enfin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et c'est pas normal que des produits rentrent avec un passeport, alors que les règles du jeu ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Ce n'est pas normal. Mais l'ESMA, alors oui, non, alors quand on a un problème de blocage, et il y a un certain nombre de blocages sur un certain nombre de sujets, l'art de la négociation, c'est d'essayer de trouver des compromis, à l'évidence. Mais il faut que le compromis soit un compromis, comment dire, un compromis sérieux. Et pas vidé de toute sa substance, tout le projet. Donc, des compromis, on essaye d'y contribuer, parce que souvent les co-législateurs, mais on a un certain nombre d'idées. Si j'évoque par exemple la délégation qui a beaucoup bloqué à la fois les Luxembourgeois, les Irlandais et nos amis britanniques ont fait un procès en disant c'est Paris qui impose ça pour pouvoir capter de la substance. C'est pas du tout ça. Je veux dire, moi, ça m'est égal que les gens vont où ils pensent devoir aller, mais qu'on applique les mêmes règles partout. Alors, nous avons fait des propositions qui pourraient apporter quelque chose sans aller jusqu'au bout du sujet. Mais le débat est pendant. Peut-être qu'à un moment, il faudra dire, écoutez, il vaut peut-être mieux rien faire que de faire quelque chose qui n'ait pas de sens. On n'en est pas là. Il y a un certain nombre de points qui sont effectivement sur la table pour essayer d'améliorer les choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que mais il y a vraiment sur chaque point, il peut y avoir des positions de repli moins ambitieuses, mais qui restent cohérentes. C'est à voir. L'attractivité de la bourse et des produits financiers par rapport à nos concitoyens. Nous avons eu en 2017 un frémissement avec un petit peu plus d'introduction en bourse qu'en 2016. Nous avons aujourd'hui, au moment où je parle, sur 2018, des opérations qui semblent potentiellement un peu supérieures à celles de 2017. Donc on est sur un mouvement, mais qui n'est pas un mouvement massif. En fait, un des points qui est intéressant de bien voir, c'est de dire... quand on veut financer les fonds propres des entreprises, en particulier des entreprises de taille moyenne qui sont dans des dynamiques de développement, on peut rentrer en bourse ou on peut faire appel au private equity, à des fonds, des investisseurs particuliers. Je dirais, dans l'immédiat, ça apporte la même chose, c'est-à-dire que l'entreprise reçoit des fonds propres pour assurer son développement. Et en fait, on a besoin des deux. On a besoin du private equity, on a besoin des introductions en bourse. Souvent d'ailleurs parce que le private equity, au bout d'un moment, il souhaite pouvoir se décharger parce que quand il a porté une entreprise 5, 6, 7, 8 ans, il souhaite passer à autre chose et l'introduction en bourse. Il faut avoir les deux à la fois, mais à un moment J, les dossiers sont en concurrence. C'est-à-dire que une entreprise qui se développe, de biotech ou autre, qui a besoin, pour son développement, de plus de fonds propres, elle va mettre en concurrence, au moment-là, l'introduction en bourse et le retour au private equity. Et donc, c'est une problématique qu'il faut qu'on prenne en compte parce qu'on a besoin vraiment des deux. L'introduction en bourse, à terme, c'est quand même le moyen du développement de long terme et avec un niveau beaucoup plus important que peut l'être le private equity.
Mais ça, c'était sur le point. Sur l'aspect local, je veux dire, comment fait-on pour essayer d'être... il faut utiliser les armes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous-mêmes, l'intelligence artificielle pour analyser toutes les informations que nous avons, utiliser les moyens de communication modernes pour toucher un maximum de gens. C'est ce que l'on fait. On fait des campagnes via Google ou autres pour que les gens prennent conscience des risques en particulier qui peuvent intervenir. Nous avons, avec la Banque de France et ses directeurs régionaux, un partenariat puissant. Je donnais un exemple qui est clair, c'est les CIF, les conseillers en investissement financier. Je disais qu'on faisait des contrôles dits de masse, on le fait avec le soutien des implantations locales de la Banque de France et on se déplace. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini. Parfait, merci Monsieur le Président. Merci de ces réponses aussi précises que possible. Et une prochaine occasion de même nature. On vous reçoit toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine réunion, mes collègues, à 15h pour entendre Monsieur Parent sur le projet de loi fraude et Madame Gabet. Bon appétit. Oui.